Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le premier épisode de cette année 2021. Alors, la saison sur route n'a pas encore véritablement redémarré avec plusieurs annulations et reports de courses prévues en ces débuts de saison. Mais la saison de cyclocross, quant à elle, bat son plein. Le week-end dernier, il y a eu la dernière manche de la Coupe du Monde avec une victoire finale de Wout van Aert chez les hommes notamment. Et ce week-end, surtout les championnats du monde qui auront lieu en Belgique à Ostende avec samedi la course élite dames et la course espoir homme et dimanche la course élite homme et la course espoir dames. On va aborder ce sujet de la saison de cyclocross, un petit peu l'état du cyclocross en France, son attractivité, le poids que cela peut représenter. Pour cela, j'accueille avec grand plaisir Arnaud Jouffroy, ancien champion du monde de cyclocross junior espoir et consultant pour la chaîne L'équipe. Bonjour et bienvenue dans Chasse Patate Arnaud. Bonjour à tous, merci. Et pour m'accompagner également notre spécialiste cyclocross sur le groupe Eto sur Chasse Patate, Johan. Salut Johan. Salut Mathieu, salut Arnaud. Salut Yoann. Et bien voilà, à présent, vous savez tout, attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors donc, pour commencer un petit peu ce podcast, pour commencer directement dans le vif du sujet, Arnaud, comment tu as vécu un petit peu cette saison, puisque tu as notamment commenté les manches de Super Prestige et de Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en retires de cette saison 2020-2021 ? Très particulière à cause de la crise sanitaire que tout le monde connaît. Une saison qui d'habitude démarre début septembre aux États-Unis. Toutes ces épreuves ont été annulées en début de saison, donc du coup ça a commencé timidement pour après vraiment tout ce qui va être Coupe du Monde, tout ça commencer qu'à partir du mois de novembre, si je dis pas de bêtises, ou fin octobre, je sais plus, mais voilà, ça a été pas mal décalé. Les coureurs pros, ils ont un petit peu moins couru. Après, niveau amateur, il n'y a presque pas eu de course du tout, même dans les jeunes catégories, tout ça. Donc ouais, une saison très particulière. Mais bon, c'est quand même chouette qu'il y ait quand même une saison quand même. Moi, j'essaye de tirer quand même le positif. Nous, en France, on a quand même eu un championnat de France, évidemment pour les grands, pour les professionnels et les espoirs. Et puis, on a quand même un championnat du monde qui arrive dans 2 jours. Donc voilà, malgré la crise sanitaire, c'est très particulier, mais il y a quand même du cyclocross. Il y a quand même des belles épreuves et en plus, les grands champions répondent présents. Donc ça, c'est chouette pour le spectacle. Les grands champions, donc on a notamment chez les hommes le duo Van Der Poel-Van Aert qui a mis un petit peu de temps à arriver cette saison, mais qui à 100% et on peut dire un peu largement au-dessus du reste. Et chez les dames, d'abord Lucinda Brandt qui a été très forte, très solide et qui au fur et à mesure de la saison a vu ses concurrentes revenir un peu à son niveau. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Alors chez les hommes, on a eu un super début de saison des Yes Arbitres. Puis après, on a un petit peu vu arriver le Pidcock, Tom Pidcock, le Britannique, là, qui est arrivé en forme, qui avait bien gagné à Aspergaver. C'est sûr que même nous, à la télé, des fois, on peut pas plaire à tout le monde. Et je sais que des fois, ça a été un peu critiqué, que nous, on parlait un peu trop de l'arrivée de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel. Mais dans tous les cas, on sait très bien que eux, quand ils sont en forme, c'est les 2 meilleurs au monde. Enfin, pour moi, il y a pas photo. Même si les autres sont quand même très forts. Mais quand ces deux gars-là sont bien en forme, il y en a très peu qui peuvent les suivre. Donc c'est ça. Et puis Lucinda Brandt, qui est depuis le début de saison très très régulière, elle a vraiment franchi un palier. Pas mal de force, ça se voit. Elle est très en forme, assez régulière quand même. Après, c'est vrai que ce dernier week-end, un petit peu moins, saillante, mais à mon avis, c'est parce qu'elle prépare bien les mondiaux pour être prête ce week-end, quoi. Arnaud, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as préféré les courses chez les hommes avant l'arrivée de Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel ou les courses après leur arrivée ? Parce que ça a été un peu 2 saisons un peu
un peu différente. Ouais, très, très bonne question, Johan. Moi, j'ai envie de dire que c'est. Enfin, c'est pas évident. Ouais, moi, je dirais que maintenant, c'est un peu plus. Un peu mieux. Mais ouais, c'est quand même différent. En fait, là, ça change tout. Dès qu'ils arrivent, de toute façon, les deux, là, ça change pas mal de choses. Après, là, ce qui est super, ce qui est palpitant, c'est que voilà. Bah là, c'est pas évident d'en dire vraiment un qui est vraiment plus fort que l'autre. C'est sûr que si, par exemple, Mathieu Van Der Poel il serait arrivé, il aurait tout gagné. Bon, bah, c'est beau avoir respect, mais c'est vrai qu'il y a moins de spectacles que là, il y a en ce moment un suspense où on sait que ça va pas se jouer à grand-chose, quoi. Mais ouais, entre le début de saison où c'était vraiment Eliezer Beat, je trouve qu'il dominait, au tout début de saison, Tounars qui était bien en forme, mais là, je trouve que ça change un peu. Et du coup, il y a un peu plus de suspense. Donc, par rapport au suspense et au spectacle, ouais, je dirais que c'est un peu plus sympa maintenant. Parce que c'est vrai que les années précédentes, c'était soit Mathieu Van Der Poel, soit Wout van Aert qui était le plus fort, et il y avait moins cette opposition entre les deux. Oui, ouais, c'est vrai. Bah, en fait, quand ils sont arrivés, qu'ils sont sortis des espoirs, enfin, quand ils étaient encore espoirs, ils commençaient à courir en élite, il y avait cette rivalité. Et après, souvent, bah, Mathieu Van Der Poel, il gagnait toute la saison. Et puis, arrivé au championnat du monde, c'était Wout van Aert qui gagnait. Ça a fait ça presque pendant, je crois, 3 années de suite, si je dis pas de bêtises. Mais maintenant, voilà, Mathieu Van Der Poel, il arrive toujours à confirmer aux mondiaux. Il fait une saison moins complète qu'avant. Et son objectif, il le dit, c'est clair, c'est ça. Et puis, ouais, voilà, son objectif maintenant, c'est le championnat, parce qu'il a d'autres objectifs voilà, sur la route et sur le VTT, comme on le connaît. Mais voilà, et puis après, pour les filles, c'est vrai que Alvarado a bien commencé, et puis de suite, Brandt, en quelques semaines, elle était un peu plus. On voyait qu'elle avait un coup de pédale avec plus de force, et elle a un peu voilà, dominé tout le long de la saison. Mais après, elle n'a pas non plus. Ouais, elle n'a pas non plus gagné de titres. Enfin, c'est ce qui lui manque vraiment à Brandt, c'est les titres qui lui manquent. Est-ce que ça risque pas de lui manquer encore? Parce que là, elle a fait une très grosse saison. Elle va gagner probablement les 3 challenges, le Super Prestige, le X2O et puis la Coupe du Monde. Mais est-ce qu'au championnat du monde, elle risque pas d'arriver un peu sur les rotules, d'avoir couru un peu sur tous les objectifs à la fois? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué d'être au top tout le long de la saison. C'est une saison cross, enfin maintenant c'est quand même assez long. Mais après, moi je trouve que c'est juste là, allez, on va dire c'est ce dernier week-end, on l'a vu un peu moins forte, et c'est surtout Alvarado pour moi qui était plus forte. Je pense que mentalement Alvarado depuis la nouvelle année là, elle a un peu, s'est un peu repris en main, un peu plus franchi un palier, et puis je pense que dans la tête ça va mieux. Et du coup, ouais, on va voir en fait ce week-end. Mais si Brandt arrive, oui, c'est un peu plus dur. C'est sûr que ouais, une saison complète comme ça, à être aussi forte, à dominer et tout, bah faut gérer. Mais de toute façon, après, quand on court tous les dimanches, tous les samedis, et que si on peut gagner, bah on va gagner, hein, parce que c'est leur taf, et puis elles sont payées pour ça, pour gagner. Donc, sûr qu'il faut gérer la saison avec des objectifs, mais si après tout le long de la saison on se dirait bah non, moi j'ai l'objectif du championnat du monde, donc cette course-là je vais un peu moins forcer, ça sera un peu dommage, parce qu'après le championnat du monde ça reste une course d'un jour, et même si on peut être la plus forte, ben enfin genre, c'est un sport mécanique, il peut arriver n'importe quoi, donc bon, après toutes les gagnes qu'on peut prendre, moi je dis il faut les prendre, quoi. Et justement, par rapport à ces mondiaux, à quoi tu t'attends samedi et dimanche? Dans tous les cas, je pense que dans toutes les catégories, ça va être quand même assez serré. Parce que le parcours, voilà, il est technique, il y a du sable. Dans le sable, il faut avoir la technique pour rouler, et il faut avoir de la force. Et puis aussi, après, il faut être bon en course à pied. Donc voilà, le parcours, c'est ça. Le seul dénivelé, c'est la passerelle. La passerelle qui est raide quand même, hein. La pente, je crois qu'elle a un peu plus de 20%. Enfin, c'est quand même hyper raide la montée qu'ils ont à chaque tour. Elle est très dure, en fait, elle va être très Ouais, dure à la sortie. 21%, ouais. Ouais, voilà. Donc je pense que la passerelle, dans le sens sortir de l'herbe pour arriver à la plage, là ça va. Mais c'est quand on va être sur la plage, qu'on passe dans le sable, qu'on court à pied, qu'on remonte sur vélo, que c'est super technique. Et là, on arrive au pied de la passerelle et qu'il faut revenir. C'est là que, pour moi, l'endroit stratégique, un peu physique, c'est là où ça peut faire le plus de dégâts. Et après, une fois qu'on est de l'autre côté, dans l'herbe, s'il n'y a pas trop de dénivelé, c'est des petites buttes, plein de petits virages qui s'enchaînent.
On peut perdre du temps là-dessus avec des petites glissades ou quoi si c'est un peu humide, mais c'est pas sur cette partie-là qu'on va gagner la course, quoi. À mon avis, ça sera vraiment sur l'athlète qui fera le moins d'erreurs entre le sable et après l'enchaînement sable-passerelle pour revenir vers l'arrivée. Et après, les courses, comment je les vois moi, je pense que chez les filles, Alvarado, vu la dynamique qu'elle a et que techniquement, là, ça se voit qu'elle est vraiment à l'aise, à mon avis, elle va essayer d'entrer un peu, d'imprimer son rythme. Brandt, en plus, on la voit souvent, elle n'a pas des départs de folie. Donc, du coup, elle le sait. Voilà. Moi, je serais Alvarado, il faut essayer de partir fort et d'entrer, d'imprimer le rythme et puis voir au bout d'un ou deux tours qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, ça, à mon avis, là on parle que des deux, hein, mais après il y a Betsema, il y a quand même d'autres athlètes qui peuvent vraiment être pas loin. Betsema qui tenait pas mal Brandt à Moll, justement, là dans le sable. Toutes les deux qui ont fait la course en tête. Et, ouais, je sais qu'elle passe bien, c'est vrai, techniquement. Donc voilà, c'est les outsiders qui peuvent vraiment aussi faire quelque chose. Et après, ça peut aussi être, je sais pas moi, Alvarado qui fait le start, Brandt qui revient, elle se regarde et Betsema qui part. Et il y a 20 secondes, et puis c'est plié. Hein. Parce que je pense que s'il y a des écarts sur cette course, pour aller rattraper, reprendre du temps, je pense que ça ne sera pas évident. Donc du coup, il va falloir vachement être à l'affût de tout ce qui se passe et être hyper concentré, quoi. Et puis, pareil chez les mecs. Chez les mecs, à mon avis, moi je pense que Mathieu, il va essayer pareil, à mon avis. Je le vois bien partir très fort d'entrée. Et je sais pas, moi, premier passage dans le sable, si de toute façon il passerait super bien et par un bout de Van Aert fait une erreur ou des autres font des erreurs, si lui il prend 10 secondes, pour moi c'est plié, quoi. Parce qu'un mec comme ça, un championnat du monde, s'ils n'arrivent pas à l'accrocher d'entrée, on le voit plus et c'est fini, quoi. Mais voilà, Wout van Aert est vraiment en forme, il passe bien aussi dans le sable. Même si je dirais que techniquement, pour moi, Mathieu est un petit peu plus fort. Mais au niveau, en ce moment, au niveau forme, c'est pas évident de dire lequel est plus en forme. Ils vont tous les deux être super en forme. Mais au niveau forme physique, je dirais que peut-être Wout van Aert est un petit peu mieux en ce moment. Et notamment, Wout van Aert, ce qu'il a démontré, c'est quand il y a de la course à pied, il va bien aussi, il court très bien. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on en est là et que tout le monde a envie de voir la course parce que c'est hyper serré et ça va pas se jouer à grand-chose, quoi. Donc chez les hommes, juste vraiment un duel Van Aert-Van der Poel, il n'y a pas moyen que il y ait un autre coureur qui arrive à tirer son épingle du jeu, comme il y avait eu par exemple Toonart sur un championnat d'Europe il y a pas très longtemps. Ouais, Toonart, il peut. Moi, à mon avis, c'est si les deux, si Mathieu ou si Wout d'entrée, ils partent super fort. Franchement, les autres, il va falloir qu'ils s'accrochent parce que on l'a vu, hein, Overise, ils sont partis à leur rythme. Voilà, c'est plié d'entrée, quoi. Personne n'arrive à les suivre. Même si, oui, il y a Toonart, il y a Eliezer Bitt, il y a même Tom Pidcock. Voilà, ils sont tous hyper forts. Mais là, en ce moment, il faut regarder juste ce qui s'est passé les derniers jours. Hein. Pour moi, il n'y a personne qui peut les suivre, quoi. Donc, je pense pas que ça va être du genre à les mecs qui, à mon avis, ils vont pas s'enterrer entre eux. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, ils vont pas s'amuser à se regarder. Ça va être à toi, à moi, mais ils vont pas trop ralentir. Et donc, du coup, si entre eux, ils se font la guerre, et s'il y a beaucoup d'attaques, les autres derrière, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Mais après, on peut très bien, on parle de ça, d'attaque, d'entrée et tout. Si Mathieu, il fait pas un super départ, et Wout aussi, ça peut être d'autres qui partent. Et là, après, c'est sûr que ça change un peu la donne. Mais... ouais, je les vois, moi à mon avis, je les vois mal faire ça. À mon avis, les deux, ils vont d'entrée être super bien positionnés. Et puis voilà, ça va être. À mon avis, ça va être au bout d'un tour déjà, la course, ça va être déjà très très bien lancée, quoi. Est-ce qu'on peut dire peut-être d'une certaine manière ça va être plus tactique chez les dames que chez les hommes, ou entre Van Aert et Van der Poel ça va être un peu au plus gros bourrin? Moi, je dirais que chez les filles, c'est un peu plus ouvert. Il y a moins de différence de niveau. Je parle en général, donc il y aura moins d'écart à mon avis que chez les hommes. Mais après, voilà, le parcours, il n'est pas non plus, c'est pas un truc comme Overise, comme on a vu ce week-end, où c'est hyper physique. Ça va rester, il y aura des écarts, mais à comparer, voilà, il y en a pas un qui va arriver comme ce week-end avec 1 minute d'avance. Hein. Je pense pas.
Il y aura des petites secondes, des petits écarts. Par contre, ça va être très compliqué d'aller les rechercher parce que ça va se jouer à rien. Mais les écarts, en général, ils vont pas être énormes à mon avis. On avait vu sur le championnat de Belgique en 2017 s'il y avait du mal à faire des différences entre les coureurs ou les coureuses. Par exemple, chez les femmes, il y avait Laura Ferdinand-Schutt qui avait accroché sa nécante pendant quasiment toute la course. Si t'as pas vraiment un rythme qui est au-dessus des autres, c'est compliqué de se détacher quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que après, vu que c'est pas, moi c'est juste l'enchaînement technique sable entre rouler dans le sable, avoir de la force, être bon en course à pied et remonter la passerelle. C'est cet enchaînement-là qui va faire mal à tous les tours. Mais voilà, il y aura pas tant que ça, quoi. Donc, de difficulté. Donc c'est sûr que oui. Vu que par exemple, je dis chez les filles, c'est un peu plus ouvert. Il n'y aura pas. Les filles peuvent se regarder. Moi, je vois plus une course un peu d'attente et un peu plus tactique chez les filles que chez les hommes, où à mon avis, les deux, ils vont pas se faire de cadeaux, quoi. Et après, du côté des Français, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi bien chez les élites que chez les espoirs? Côté français, du coup, c'est sûr que moi, je les ai vus. Je les ai vus à l'entraînement pour les grandes catégories pendant le stage, équipe de France, là, les 2 stages. Je pense que niveau forme, en ce moment, Yann Gras, il est pas mal. Après, c'est vrai qu'il est tombé à The Rise. Il fallait un peu aller chez l'ostéo, tout ça. Niveau forme, il est pas mal. Après, dans le sable, il se débrouille bien. Mais je pense que chez les Français, à mon avis, Joshua Dubos peut être un peu plus technique. Il peut mieux passer. Et après, sur l'expérience, Steve Chenel, il fait quand même. C'est vrai que j'avais discuté avec lui il y a quelques années à Coxide, il fait quand même 11e d'un mondial. Donc sur l'expérience, il peut faire aussi des trucs pas mal. Je pense que même David Menu aussi, pourquoi pas, ils peuvent sortir des courses au mal. Ces 3-4 gars que j'ai cités, s'ils arrivent à bien rouler, peut-être qu'ils peuvent essayer d'être entre la 15e et la 20e place, à mon avis. Après, mieux, ça peut, c'est un championnat, c'est la course d'un jour. Mais moi je regarde à peu près le niveau, ce qu'ils ont fait et tout, je pense que c'est à peu près les places qu'ils peuvent espérer. Après chez les filles en élite, je saurais pas trop dire. On a Perrine Clausel qui passe bien quand même le sable, même si elle n'a pas non plus, je crois, énormément d'expérience. Elle n'a pas fait beaucoup de courses dans le sable, mais elle vient du VTT et tout. Techniquement, en tout cas, ça lui fait pas peur. C'est-à-dire qu'elle arrive à bloc dans le sable. Moi, quand je la voyais à l'entraînement, des fois, elle me faisait un peu peur parce que elle n'hésite pas à y aller. Ça, après, je me souviens de Anaïs Morichon qui passait très très bien dans le sable. Il y a eu des entraînements où c'était l'athlète qui passait le mieux dans le sable, même comparé avec les gars et tout. C'était vraiment, moi, elle m'a impressionné pendant le stage. Mais par contre, son point faible, c'est la course à pied. Donc ça, c'est dommage, parce qu'elle passait super bien en vélo. Par contre, dès qu'elle prend le vélo sur le dos, elle perdait pas mal de temps. Alors que justement, sur le sable, tout peut pas se faire en vélo, donc il faut aussi savoir tenir le coin en course à pied, quoi. Moi je leur disais, je leur donne des conseils, il faut essayer de passer en vélo. Mais par contre, dès qu'il y a un moment où le vélo il ralentit dans le sable et on commence à perdre de la vitesse, tant que le vélo il roule un peu, en fait, il faut sauter du vélo, il faut courir direct. En fait, c'est l'ensemble des deux. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Parce qu'après, il y en a, ils passent dans le sable, mais ils passent à 2 à l'heure. C'est comme ceux qui ils sautent les planches, mais à 2 à l'heure, ça sert à rien. Autant passer en courant, quoi. Le but, moi, je leur dis toujours, c'est d'aller le plus vite possible à l'arrivée. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire après, chez les espoirs femmes, Marion, elle va défendre son titre. Moi, je l'ai pas vue au stage parce que du coup, elle n'était pas venue. Je sais qu'elle a eu, de ce que j'ai entendu, après moi je la connais pas non plus énormément, je sais qu'elle a eu une période un peu compliquée là au moment du championnat de France, tout ça. Là, ça a l'air d'aller mieux, psychologiquement. Elle a quitté son entraîneur. Ouais, elle a changé d'entraîneur et puis. Ouais, je sais qu'il y avait pas mal de son entraîneur. C'est un peu la famille, tout ça, mais il y a eu un peu des problèmes, je crois, familiaux, des choses comme ça. Mais après, du coup, quand on est athlète de haut niveau, c'est quand même compliqué si on a pas mal de problèmes avec son entraîneur et en plus sa vie perso. Donc, du coup, pour être au top, faut vraiment que dans sa vie, tout aille super bien. Là, apparemment, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, après, c'est normal, c'est des humains, on peut pas être au top tout le temps. Mais du coup, par rapport à Marion, par exemple, je saurais pas dire quel niveau elle a dans le sable.
parce que moi je l'ai pas trop vu. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une championne, elle a été championne du monde, elle a été championne de France, elle arrive sur un championnat, elle donnera tout pour faire ce qu'il faut le jour J, quoi. Elle fera avec voilà le niveau qu'elle a dans les jambes ce jour-là, donc ce qui est sûr, c'est qu'elle donnera tout. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire sur les espoirs hommes? Il y a pas mal de jeunes. C'est souvent des jeunes qui arrivent, des sorties juniors et tout. Ils sont après, je crois le plus âgé, si je dis pas de bêtises, ça doit être Hugo Jo et Joris Delboff. Je crois que c'est eux un peu les espoirs les plus âgés. Ouais, qui ont pas mal d'années dans la Ouais, ils catégorie. doivent être espoir 3-4. À mon avis, ouais, pareil, s'ils arrivent, par exemple, je crois que Joris et Hugo, ils ont couru Over Ice ce week-end, ils ont été dans la chute, hein, où il y avait Yann Gras, tout ça, donc Over Ice avec les élites. Mais il me semble que j'avais vu que Joris, il est quand même pas mal remonté. Et chez les espoirs, si on compte que les espoirs, il doit faire une 10e ou 11e place, je crois. Je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'était ça, entre 10 et 15. Donc du coup, pourquoi pas? Je pense que chez les espoirs, si on a parce qu'après, il y a Hugo Yonani, il y en a plusieurs. S'ils arrivent à aller à faire un top 10, à mon avis, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà beau. Mais après, le niveau de devant, des Ryan Camp, des Pim Ronard, là, on voit chez les élites, ils sont des fois 5, 6. Donc du coup, là, il y a encore un gros palier. Donc c'est sûr que, à mon avis, on les verra pas voilà, jouer les avant-postes, mais accrocher un beau top 10, pourquoi pas. Ce qui va pas être compliqué aussi pour les Français, c'est pas le départ. Parce que ce que j'ai vu moi sur la vidéo de Rocco, c'est qu'il y a un demi-tour qui est genre juste au bout de la ligne de départ, et après on arrive direct dans le sable. Et du coup, le départ va être hyper important pour le placement. Et généralement, les Français sont quand même pas forcément en première ligne non plus. Donc, s'ils risquent de subir un petit peu la course après. Ah bah, c'est sûr que ouais, sur un parcours comme ça, partir d'entrée, en plus, ils vont très vite aller dans le sable, la passerelle et tout. Ils vont être à l'arrière, donc ça va être une course de remontée. Donc ouais, ça c'est sûr que c'est commencer comme ça, c'est très compliqué. Mais après, s'ils sont forts, voilà, on peut quand même, peu importe le parcours, on arrive quand même à remonter. Mais il y a un côté aussi, voilà, des fois chance quand on est derrière. Des fois, on se dit bah tiens, je vais me mettre à gauche pour le premier virage ou je vais me mettre à droite sur la ligne de départ. Et le problème, c'est que si ça fait des vagues, on peut soit être dans une chute ou un gros coup de frein. Donc ça, après, c'est vrai que c'est un peu des. Quand on part derrière, il y a un peu un coup de poker et un coup de chance, quoi, où il faut savoir bien se placer. Mais il faut être aussi à l'affût de ce qui se passe. Moi, je sais quand je prenais des départs et que je partais derrière, je clipsais, mais je partais plus ou moins tranquille. Je regardais vachement ce qui se passait devant pour éviter au cas où une chute. Et j'étais pas non plus tête dans le guidon. Je regardais, je levais la tête, quoi. Ouais, du coup, voilà, faut vachement analyser quand on part derrière. Donc si on doit synthétiser un petit peu, on peut espérer top 15, voire top 10 au mieux, et peut-être chez les espoirs dames, peut-être un podium avec que ce soit Marion Norbert-Ribérol ou éventuellement aussi Amandine Fouquenet qui est la nouvelle championne de France. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ouais, Mathieu. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas parlé d'Amandine, qui est pas mal aussi. Elle est en forme, elle est championne de France. Elle a fait quelques trucs sympas. Je sais je crois qu'à Moll, François Traoré m'a dit qu'elle s'était quand même pas mal démerdée dans le sable. Donc du coup, ouais, je pense que c'est à peu près ça. Voilà, chez les espoirs hommes, peut-être top 15, top 10 pour certains, ils peuvent essayer. Et puis ouais, chez les espoirs femmes, c'est assez ouvert. Pourquoi pas, voilà. Je pense que si on a une Française sur le podium, ce sera déjà énorme, quoi. Et après justement par rapport à la sélection française pour ces mondiaux, il y a un coureur dont justement l'absence a fait un petit peu parler sur les réseaux sociaux après son nouveau titre de champion de France, c'est Clément Venturini qui n'est pas présent et qui se consacre toujours sur la route, lui qui est dans l'équipe AG2R Citroën. Toi, par rapport à cette petite polémique, un peu comment est-ce que tu ressens un peu la situation? Quel est ton avis? Ouais, après, c'est simple. Clément, il est payé pour faire de la route. C'est son boulot, il est cycliste sur route. Enfin, voilà, il est professionnel de cycliste sur route. Il vient du cyclocross. Des fois, il a envie de venir et de s'amuser. Pareil, il est champion de France. Donc c'est ça on se dit tous, mais c'est un truc de fou parce que il vient, il est le meilleur. Et il n'est pas payé pour faire ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un côté un peu, on se dit, c'est dommage. Moi, le premier, hein, parce que je sais très bien que
Voilà, Clément, il peut pour moi être dans le top 5 mondial s'il ferait que ça. Alors que honnêtement, je pense qu'il sera jamais dans le top 5 mondial sur la route, quoi. Enfin voilà, il y a pas photo. Mais après, il y a un côté, voilà, la situation en France. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment, pour moi, à un tournant. À partir de maintenant, je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Clément, lui, il vient du cyclocross, il faisait de la route, sauf qu'il y a eu un moment, bah, il progressait. Il s'est dit, bah voilà, si je veux vivre du vélo et rester en France, bah, il est parti sur la route, comme beaucoup le font. Mais ça se comprend après parce que si on veut pas s'exiler à l'étranger où il y a un pays où on peut en vivre, voilà, bah, c'est la Belgique. Mais si on veut pas faire ça et qu'on veut vivre du vélo, bah, c'est sûr que oui, il y a des patrons d'équipes françaises, ils savent très bien que si on est bon en cyclocross et après on adapte bien l'entraînement et tout, on peut être très fort sur la route. Mais après, pour moi, ça reste. S'il en est là, c'est parce qu'il y a le cyclocross. Si peut-être il n'y aurait pas eu la discipline du cyclocross, ça se trouve, il serait pas du tout professionnel sur la route. C'est-à-dire chez les jeunes, ça se trouve que la route, ça l'intéressait pas. Mais bon, bah voilà, c'est juste son parcours qui a fait ça. Et ouais, je sais il a quand même voulu, il s'était un peu chauffé, je crois, pourquoi pas faire Overrise et puis Ham. Finalement, bah voilà, il l'a pas fait. Mais c'est un peu, moi après je le comprends, c'est que bah, Vincent Lavenu, lui, il l'embauche, il le paye, c'est pas pour faire ça, c'est pour être présent sur la route, donc bah ça se comprend, mais nous en fait, par exemple moi passionné de cyclocross et plein d'autres gens, bah, on peut se dire attends, ça, c'est quand même dommage, c'est le champion de France, mais après bah, il a choisi un autre métier tout simplement, quoi. Après, pour ceux qui connaîtraient pas forcément trop l'importance, l'intérêt du cyclocross, pour un coureur qui va se développer sur route, qu'est-ce que ça apporte comme qualité d'avoir fait du cyclocross, hein? Bah en cyclocross c'est tellement en fait pour être performant en cross il faut être bah, très fort dans plein de choses, hein. Techniquement, voilà, déjà techniquement sur le vélo, il faut être super à l'aise. Et donc du coup, ça apporte énormément après sur le cycle sur route, notamment dans les descentes et tout. Après, bah, en cyclocross, quand on voit, il y a des départs, il y a des sprints, il y a des trajectoires, il y a tellement plein de choses que bah oui, sur la route, du coup, on arrive, on est beaucoup plus à l'aise. Après, la grosse différence, c'est surtout les kilomètres, c'est l'endurance qu'il faut travailler énormément sur la route. Il faut être en gros capable au bout de 6 heures de course, de faire un cyclocross. C'est un peu ça la route où voilà, ça attaque sur la fin, quoi. Il y a Henry Chaussler là qui fait du cyclocross en ce moment, Ouais, Coupe du monde et tout, justement et qui a donné une interview sur comment ça permettait de se redynamiser, refaire des intensités, retrouver de l'explosivité par rapport à un routier qui va faire des courses de 6 heures et qui va être un gros diesel qui ne sait plus accélérer, quoi. Exactement, ouais. Puis, bah, ce qui est marrant, c'est que voilà, on voit des spécialistes de la route maintenant refaire ou faire du cyclocross, bah, parce que bah, ils s'en rendent compte que bah, il y a des cyclocrossmen qui arrivent, que c'est pas leur spécialité sur la route, et puis ils sont devant eux. Donc c'est vrai que ça remet tout un peu en question. Mais pour moi, on perd pas son temps à aller faire du cyclocross l'hiver, bien au contraire, hein. Même pour un spécialiste de la route, il peut aller faire quelques cyclocross l'hiver à un plus petit niveau. Mais il perdra pas son temps. Pour moi, ils sont pas obligés non plus. Au lieu de faire 15 000 stages l'hiver au soleil à rouler, faire des exos, des intensités et tout, bah, on peut faire un peu moins de stages, un peu plus de cross. Et puis, vu qu'en plus la télé, elle diffuse de plus en plus de ce genre d'épreuves, bah, pour les équipes même de route, bah, ça peut intéresser quelques sponsors, hein. Et on rappellera aussi qu'il y a un certain Julien Alaphilippe qui a commencé sur cyclocross notamment et qui avait été vice-champion du monde junior. Ouais, c'est ça. Mais tu as quand même le cas inverse, du coup, t'as le cas inverse qui est intéressant avec Lucinda Brandt, qui est vraiment une pure routière et qui s'est mis au cyclocross parce que, enfin voilà, pour justement faire des intensités, tout ça, et puis elle aime bien, et puis elle est restée, et puis maintenant c'est la meilleure du monde, quoi. C'est aussi un cas comme ça qui est vachement intéressant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on s'y met tard parce que ben techniquement ça peut être dur. Et on le voit, hein, Lucinda Brandt aujourd'hui, toutes les recos, elle a Sven Nys et c'est lui qui lui dit où passer, quoi. Et on la voit des fois faire des erreurs qui normalement sont pas au niveau d'être la meilleure du monde. Et donc du coup, bah ouais, c'est des lacunes après qu'elle a. Mais après, c'est sûr que quand elle se lève de sa selle et elle appuie, bah là ça envoie, quoi. Ouais, tout le monde n'a pas son Sven Nys attitré pour te donner des conseils. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas mal comme prof particulier en tout cas pour progresser, hein.
Et après, sinon, par rapport, justement, Arnaud, t'évoquais un petit peu la médiatisation des courses. Justement, en France, c'est de plus en plus diffusé à la télé, avec la Coupe du Monde, le Super Prestige, le Trophée X2O et pas mal d'autres courses, même si pour l'instant le calendrier français est encore un petit peu moins diffusé. Est-ce que ça peut aider, justement, d'apporter plus de médiatisation, de mettre plus en lumière le cyclocross et de pouvoir un peu plus valoriser cette discipline? Bah oui, clairement, hein, de toute façon, tous les sports, enfin pour moi, les sports où il y a de l'argent, c'est les sports qui passent à la télé. Forcément, bah, ça intéresse. Et puis, pour moi, ce qu'a besoin le cyclocross, c'est qu'il soit reconnu par des gens qui sont pas du tout spécialistes. Enfin, moi, j'ai toujours vu aujourd'hui, moi je dis je fais du cyclocross. Quand je dis cyclo, les gens ils pensent que je me balade et cross, je fais du VTT. Donc voilà, c'est compliqué tant que monsieur tout le monde va pas connaître ce sport. Là maintenant, moi je le vois, ça commence à prendre. Mais bah, tiens, une petite anecdote, hein. Il y a quoi? Il y a un mois, j'ai un jeune, il est venu me voir, il était en VTT avec sa raquette de tennis, il venait de finir de jouer au tennis, c'était vers Lyon. Et puis il vient me voir, il me dit ah, vous êtes Arnaud Jouffroy? Moi je lui dis oui, et je dis bah tu fais du vélo? Il me dit non, non, c'est que vous êtes le commentateur de la chaîne L'équipe, et puis bah moi maintenant je suis cyclocross. Et c'est la première fois qu'en fait ça m'arrive, un cas comme ça, où bah voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce sport et ça lui plaît. Et pour moi, voilà, en France, c'est vraiment ce qu'avait besoin la discipline. C'est voilà, c'est un peu de renommée. Et puis même après, euh, si voilà, j'espère qu'il y aura de plus en plus de courses qui vont être diffusées en France. Si après, bah, on va avoir un partenaire, que ce soit une équipe ou même tout simplement un club, il va aller négocier pour aller voilà, avoir des budgets. Moi, j'ai déjà vécu, hein, je viens pour rechercher des budgets. Et quand on est en face d'un partenaire qui nous dit bah, je connais même pas votre sport, honnêtement, c'est mal barré pour avoir des sous, quoi. Alors que maintenant, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence. On est qu'au début, mais ça commence à apprendre. Puis en plus, c'est un format qui est très, c'est simple. Voilà, c'est qu'une heure devant sa télé, une heure pour les élites, 50 minutes pour les filles. Mais c'est un format qui est simple à filmer. C'est des petits parcours, c'est spectaculaire. Il se passe toujours quelque chose. Et, et puis voilà, moi j'ai fait le test aussi moi l'an dernier, j'avais recouru à quelques compétitions et j'ai fait beaucoup de compétitions où j'y suis allé avec un staff qui ne connaissait pas du tout la discipline pour faire découvrir le sport, enfin ce sport. Et à chaque fois, je leur disais alors ça t'a plu? Bah, ils trouvaient ça génial et ils disaient mais c'est un truc de fou que personne connaît. Et voilà, moi si aujourd'hui je fais aussi, moi j'ai mon truc d'académie, tout ça, mais c'est aussi dans un sens, c'est plus pour aussi voilà, développer le sport et le faire connaître à monsieur tout le monde. Parce que on va sur un cyclocross depuis des années en France, si on enlève bah, des gens qui connaissent un coureur sur la course, si vous enlevez juste ces personnes-là, à mon avis, il n'y a plus personne. Moi, la différence avec la Belgique, c'est qu'il y a des gens qui viennent, c'est la sortie du dimanche, ils viennent voir en fait un spectacle. C'est pas pour ça qu'ils viennent parce que c'est la famille ou parce que c'est l'entraîneur ou quoi que ce soit. Ils connaissent personne, mais ils viennent voir un spectacle, comme on va voir un match de foot, etc. Mais bah, il faut que, voilà, pour ça, petit à petit, il fallait que ce soit médiatisé. Aujourd'hui, bah, ça commence. Et pour moi, grâce à ça, ça évolue dans le bon sens, quoi. Et après aussi, un petit peu pour la structuration du cyclisme français, est-ce que le fait que l'UCI ait mis en place des, des structures professionnelles, des équipes professionnelles cyclocross UCI, maintenant il y en a 7 en France, est-ce que ça aide justement à, à construire les bases petit à petit du cyclocross en France? Ouais, bah au moins ça crédibilise un peu plus et ça au moins ça clarifie les choses et ça cadre, je veux dire. Donc tant mieux. Et puis ça a toujours été historiquement une équipe de route qui est spécialisée en cyclocross ou une équipe de route qui avait quelques spécialistes de cyclocross dans leur équipe. Mais maintenant, on peut avoir voilà une équipe qui se construit tout autour de cette discipline. Et puis moi voilà, tant mieux. Moi je trouve ça peut que valoriser ce sport, quoi. C'est vrai quoi, justement, maintenant on peut avoir la situation inverse avec des équipes UCI cyclocross qui bah, vont peut-être pouvoir faire quelques courses sur route pendant leur intersaison, puisque Mm. les saisons sont pour le Bah, coup complètement décalées, quoi. bah d'ailleurs, tu as les Belges féminines qui sont organisées comme ça, là, qui ont fait une espèce d'équipe UCI pour la route où ils ont regroupé toutes les coureuses des différentes équipes pour aller faire des courses sur route, typiquement genre le Tour de l'Ardèche ou des courses un peu secondaires comme ça, et Ouais. pour leur donner un vrai calendrier, ça c'est assez cool aussi pour faire dans ce sens-là. Mm.
l'exemple Van Der Poel, Van Aert, même si c'est quand même des exemples un petit peu particuliers, vu que c'est largement les meilleurs, aussi bien sur route que sur cyclocross, mais on a aussi par exemple Joris Neuwenhuis, un niveau un peu plus inférieur. Est-ce que ça peut peut-être montrer à des directeurs, des patrons d'équipe sur route, que faire du cyclocross, ça va pas forcément nuire aux performances sur route, qu'il est possible d'avoir la passerelle entre les deux au sein d'une même saison? Ouais, bah après, tout dépend de la philosophie de l'équipe, tout dépend qui est le patron de l'équipe, qui décide. Après, c'est sûr que si après le cyclocross passe de plus en plus à la télé, et bah, ça peut intéresser en fait un partenaire qui va donner de l'argent pour, je sais pas, moi, pour le mettre en avant sur le Tour de France. Mais si après ce même partenaire est intéressé à ce que il passe à la télé l'hiver, bah voilà, ça peut le faire. Moi, je pense qu'il y aura un peu, pourquoi pas pas un retour en arrière, mais il y a eu une époque où bah, la Française des Jeux, ils avaient Francis Mouret, l'équipe de Jean-René Bernaudot, c'était l'époque de Bouygues Télécom, bah voilà, ils avaient Steve Chanel, Arnaud Lab, Julien Belgy, et puis je crois qu'après c'était bah, Vincent Lavenu, il avait John Gadret. Donc cette époque-là, au moins ils montraient un partenaire toute l'année. C'est-à-dire qu'ils avaient l'équipe sur route, et puis après l'hiver, ils avaient un mec qui montrait un peu le maillot. Mais c'est vrai que vu que ça passait pas spécialement à la télé, c'était pas non plus énorme. Alors que maintenant, si ça passe à la télé, ben ça peut intéresser des équipes. Et puis même une équipe de route, s'ils sont malins, il y a une tendance où voilà, si on peut choper des jeunes pépites en cyclocross et après qui peuvent performer sur la route, bah, ils peuvent s'intéresser du coup au cyclocross, à l'exemple de Arkea qui a fait voilà avec le team de Steve Chanel, c'est un exemple concret quoi. Mais après voilà, moi je dis faut pas non plus si un athlète il a commencé par le cyclocross, c'est grâce à ça qu'il fait du vélo. Et c'est un peu la flamme, c'est le truc qui lui fait envie. Donc après, il faut pas non plus trop transformer et puis l'emmener à trop d'autres disciplines, quoi. Parce que pour moi, il se fera jamais aussi mal aux jambes que sur une discipline où c'est vraiment sa passion de base, quoi. Faut qu'il Donc, puisse garder un peu cette flamme, justement. bah oui, puis voilà, il faut pas. Avant, moi je sais que j'étais professionnel en cyclocross, mais j'étais professionnel aussi sur route. Un pur professionnel de route, il n'avait pas le droit d'aller faire, je sais pas moi, du VTT, des trucs. On n'avait pas le droit en fait de se blesser. Mais aujourd'hui, les temps changent. Aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, quand il est pas sur son vélo et qu'il n'a pas de saison, il prend sa moto d'enduro, il va sauter des bosses. Mais il fait ça depuis gamin et c'est pas pour ça qu'il se met en danger. Mais quand on descend un col à 100 km/h avec juste un petit casse sur la tête, c'est beaucoup plus dangereux de faire ça que d'aller faire de la moto avec des protections. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça change, mais il faut s'ouvrir à ce sport qui évolue. Et puis il faut, même pour moi, performer sur la route, eh ben, il faut aller faire du VTT et il faut aller faire un peu de cyclocross parce que bah, les autres ils le font. Et puis bah, si on est moins à l'aise sur son vélo, si on s'entraîne par exemple à être le meilleur grimpeur du monde, mais on ne sait pas descendre un col, bah, ça sert à rien, quoi. Donc je pense qu'il faut pas mal s'ouvrir. Et puis aujourd'hui, on le voit hein, dans le peloton, bah, là, je parle de la route, hein, mais dans le peloton, bah, ça roule très très vite. Les mecs sont de plus en plus à l'aise sur leur vélo. Et parce que bah, voilà, il faut savoir aussi se diversifier. Et puis je pense que dans tous les cas, ça aide. Après, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut faire ça dans des bonnes conditions, être bien encadré. Mais voilà, si la preuve de ces deux champions, de Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, qui arrivent, en plus Mathieu Van Der Poel qui fait vraiment, en plus en VTT, c'est la preuve qu'on peut le faire, mais ça reste quand même deux exceptions. C'est-à-dire que même à l'époque pour moi, l'époque Stibar, Nisselberg, Sven Nys, ils faisaient de la route. Mon Stibar, maintenant, en fait plus. Mais ils n'arrivaient pas à dominer comme font Wout van Aert et Van Der Poel. Là, c'est vraiment... c'est deux cas vraiment particuliers. Mais en attendant, dès qu'il y a une performance de ces deux mecs-là sur une autre discipline, eh ben, on revient à parler du cyclocross. Donc, bah, tant mieux pour le cyclocross parce que voilà, ils viennent de là, quoi. Comme tu entraînes des jeunes, je me demandais, toi, comment t'as vu aussi, du coup, pour les juniors notamment, cadets juniors, comment ça s'est passé pour eux la saison, parce que du coup, ils se sont fait annuler un peu toutes leurs courses sur toute l'année. Oui, bah Et, moi j'entraîne, ouais, exactement. Moi j'entraîne plusieurs cadets, plusieurs juniors et aussi bon, des espoirs. Les espoirs, il y en a quelques-uns qui ont pu courir, mais c'est vrai que les cadets, c'était très compliqué. Ils ont juste couru un tout petit peu en début de saison, 1 à 2 courses, et de suite ça s'est arrêté. Au début, bah, moi c'était une gestion, voilà, au niveau de l'entraînement, on lève un peu le pied, mais on n'arrête pas non plus tout. Mais après, il y a eu un moment où on était vraiment,
vraiment dans le flou, et notamment avec le confinement au mois de novembre. Il y en a, ils sont pas athlètes de haut niveau, donc ils pouvaient pas forcément aller s'entraîner comme ils voulaient. Moi, j'en ai profité, moi en tant qu'entraîneur, quand on sait pas où on va, je leur dis, voilà, si à un moment où tu veux lever le pied et les voir couper, profites-en, c'est maintenant. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je les ai fait carrément couper. Je vais pas Et après, il y en a d'autres qui ont coupé, mais un peu en mode, s'ils avaient envie de faire un peu de vélo, plaisir et tout. Là, je parle d'autres juniors. Ils pouvaient, mais sans se prendre la tête. Et puis après, au mois de décembre, ils ont repris un peu plus sérieusement en espérant d'un championnat de France. La Fédé, après, ont annoncé un championnat de France pour les jeunes le 21 février. Vu comment c'est embringué, à mon avis, il n'y en aura pas du tout, parce qu'ils ont annoncé une date, mais il n'y a jamais eu de lieu. Et qui va organiser un championnat de France que pour les jeunes? Donc du coup, voilà, au niveau gestion, ça a été un coup, on s'entraînait un peu, on faisait un peu des bases, mais voilà, sans faire des choses extraordinaires. Et moi, là, ça reste des jeunes, et je mettais vachement la priorité aussi sur relativiser, prenez du plaisir, et voilà. C'est dommage parce que eux, des années cadets, juniors, il n'y a que 2 années à chaque fois, donc ça passe très vite. Mais bon, il faut, c'est comme ça. Et puis il y a plus grave, quoi. Donc eux, ils font ça par pur plaisir, c'est pas du tout encore des pros. Donc voilà, on va dire que moi, c'était une gestion. Il y avait beaucoup plus de psychologique à gérer que honnêtement de séances de fractionnés, quoi. Et justement, toi, le but avec cette académie, c'est de pouvoir les accompagner, les aider. Ouais, alors moi dans l'académie, en fait, il y a plusieurs choses. Moi, je suis entraîneur, donc voilà, je fais un programme d'entraînement et tout. C'est vraiment le suivi, planning, tout ça, en fonction des objectifs, en fonction du calendrier de chacun, en fonction des disponibilités, tout âge. Après, c'est vrai que forcément, avec un mot académie et puis moi, mon passé et tout, j'attire un peu plus de jeunes, mais j'ai même des masters, tout ça. J'ai vraiment plusieurs personnes, hommes et femmes. Donc voilà, ça c'est le programme d'entraînement. Après, je fais des cours particuliers où ça c'est vraiment ceux qui veulent découvrir la discipline, ou des athlètes qui sont très bons, par exemple, mais qui, je sais pas moi, ils savent pas sauter les planches, ils veulent apprendre à sauter les planches. Et ben ils vont venir avec moi prendre des cours. Donc voilà, pour se perfectionner ou découvrir la discipline. Et après, des stages. Alors pour l'instant, des stages, c'est pas moi qui les organise, ce sont des stages qui sont organisés soit par des clubs, soit par des comités, soit par ou des teams, ou par exemple l'équipe de France, où moi en fait j'interviens. Et là, ça, on va dire que sur ces stages-là, c'est un peu un melting pot de un peu tout ce que je fais. Je vais conseiller un peu sur l'entraînement, par exemple un programme d'une semaine, tout ça, quand je fais avec les athlètes. Après, je vais les conseiller comme un cours particulier. À des moments, j'arrive à en isoler 2-3, je leur fais faire un exercice, où là, vraiment, voilà, c'est plusieurs choses. Et puis, en plus de ça, moi, parce que moi, je suis à Montpellier, il n'y a pas non plus grand-chose pour nous vers Montpellier. Et la Jouffroy Academy aussi, c'est un club de vélo. Donc, tout simplement, c'est une association qui est affiliée à la FFC. Donc, voilà, c'est entraînement, programme d'entraînement, des stages, des cours particuliers et un club. Et après, voilà, les stages où moi, je disais, j'interviens. Plus tard, en fait, je voudrais faire des stages que moi-même j'organise. C'est-à-dire qu'ils seront ouverts à tout le monde. Ça sera, je sais pas moi, une semaine en préparation de la saison cyclocross. Il y aura une semaine où ce sera les jeunes, une autre semaine où ça sera plus les adultes. Et là, c'est moi par contre, qui organiserai tout, de l'hébergement à l'alimentation, à les entraînements, enfin tout, par exemple, sur 1 ou 2 semaines. Mais ça sera plus, dès que les conditions sanitaires iront mieux, c'est là que moi je lancerai plus cette activité-là, quoi. Donc du coup, globalement, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais tout simplement, le projet, moi, il est pour aider à performer ou à découvrir cette discipline, quoi. C'est complètement ouvert. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent non, moi, je vais pas aller voir Arnaud Jouffroy parce que c'est un truc de champion. Pas du tout. Si on n'a jamais fait de vélo et on a envie d'apprendre, que ce soit du cyclocross, du VTT, de la route ou même du gravel, et qu'on veut être un peu encadré et au moins avoir des bonnes bases, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, c'est à ça aussi que ça sert, quoi. Et après, justement, pour le futur un peu du cyclocross en France, vraiment au début de la discipline, si tu regardes juste le palmarès, les tout premiers champions du monde du cyclocross étaient quasiment tous français sur les 10 premières années. Oui. Ça a beaucoup changé par la suite. Maintenant, c'est beaucoup la Belgique, un petit peu les Pays-Bas également qui sont quand même bien présents. Est-ce que dans le futur, on a déjà de l'espoir pour retrouver la France dans les tout meilleurs? De toute façon, ouais, à la base, le cyclocross, c'est français. Donc c'est pour ça que les premières années aussi, les champions, c'était que des Français, parce que c'est un sport français. Donc voilà, après, ça a pris le pas énormément sur la Belgique, qui a médiatisé ce sport et qui l'a rendu populaire.
Et aujourd'hui, on dit les Belges et par exemple les Néerlandais ou les Néerlandaises sont les plus forts. Pour moi, c'est que simplement dans les catégories élites, c'est des professionnels. Donc évidemment et encore heureux que c'est parce qu'il n'y a que dans ce pays-là que c'est des professionnels. Donc c'est normal que ce soit les plus forts parce que dans d'autres pays, ils partent sur autre chose, voire ils arrêtent. Pour moi, c'est tout simplement c'est normal. Mais quand on regarde dans les jeunes catégories, en junior, en espoir, les Belges sont pas spécialement plus forts que les autres. Enfin, ils sont comme tout le monde. Donc voilà, ce qui se passe chez les élites, c'est une conséquence pour moi qui est normale parce que c'est des professionnels et puis arrivé à un moment, quand on grandit, qu'on est athlète, si on veut vivre, c'est soit on passe sur d'autres disciplines ou carrément, malheureusement, ils passent à autre chose, quoi. Ils sont obligés d'arrêter et d'aller travailler tout simplement dans un autre boulot. Mais du coup, voilà. Si aujourd'hui, en France, on médiatise de plus en plus ce sport et que ça commence à être populaire et que ça attire des gens et qu'à la fin, monsieur tout le monde vient voir ces épreuves et paye en plus pour ça, derrière, il y aura des partenaires qui vont venir. Il y aura plus d'équipes, à mon avis, professionnelles parce que ça passe à la télé et la minute à la télé, c'est sûr qu'elle est énorme pour un partenaire. Et je pense que ça va prendre quand même du temps. Mais vu là le tournant qu'on a, et je sais pas, moi, j'imagine dans 3-4 ans, si les Français, par exemple, ils sont toujours aussi bien encadrés, ils arrivent à avoir une équipe en restant en France et à vivre de ça, là, on peut espérer, pourquoi pas, avoir des Français qui performent dans les catégories les plus hautes, quoi. Et après, allez, pour finir un petit peu, comment est-ce que tu pourrais donner envie à des sponsors, des futurs cyclistes, des patrons d'équipe de s'intéresser vraiment au cyclocross ? Pour moi, c'est un sport qui est très spectaculaire, qui est beau à voir et tout. Donc, ça reste quand même une belle image du sport. Si on veut aider ce sport et tout, on peut avoir de très beaux champions français et même en général et tout pour le cyclocross. Ça peut... Moi, simplement, si des gens ils s'y intéressent et ils ont envie d'aider ce sport, regardez-le, vous vous intéressez, regardez le spectacle qu'il y a et surtout que c'est très court, c'est qu'1 heure. Mais sauf qu'en 1 heure, il se passe tellement de choses que vous n'allez pas vous ennuyer, quoi. Donc c'est plus dans ce sens-là. Pour moi, c'est un show, c'est un spectacle et il faut que les gens ils se régalent, quoi. Yoann, une dernière question pour terminer. Ouais, est-ce que tu crois que le cyclocross va devenir olympique un jour ou... C'est vrai que justement le cyclocross, c'est avec pas mal de demandes de l'UCI pour l'inscrire notamment dans les Olympiades d'hiver notamment. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, c'est un peu ce qui manquerait à ce sport, hein. Mais déjà, je sais qu'à l'époque, j'en entends souvent parler, mais il n'y avait pas assez de pratiquants dans le monde. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de nations qui le pratiquent. Après, c'est vrai que si ça se mettrait, je crois, au JO d'hiver, pour que ce soit au JO d'hiver, je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, hein, mais il me semble que, par exemple, nous, ça serait, je dis nous, parce que je suis très cyclocross, moi, mais il faudrait que ce sport soit couru tout le temps, par exemple, sur la neige, et là, ça pourrait être validé. Mais vu que nous, en plus, ça devient très rare, mais après, c'est possible, hein. Il pourrait avoir les JO de cyclocross en même temps que les JO d'hiver, dans une station olympique, et en bas, dans une ville, ils font le cyclocross. Mais ça veut dire que on mettrait en avant un sport qui se gagnerait sur de la neige, alors que les 95% du temps, il n'y a pas de neige, quoi. Donc du coup, c'est ça aussi, je crois, qui crée un peu... c'est un peu délicat pour que ça devienne olympique, quoi. Eh bien, très, très bien, en tout cas, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Arnaud Jouffroy d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te retrouve samedi et dimanche pour les championnats du monde de cyclocross sur la chaîne L'Équipe pour les derniers Last Round de la saison. Ouais, avec plaisir. Et merci Yoann également d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui pour ce premier épisode de Chasse Patate de l'année 2021. Merci à vous deux, hein. C'était super. Et pour les prochains épisodes de Chasse Patate, on vous retrouve très rapidement, chers auditeurs. En attendant, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, pour rester au courant de la sortie du prochain épisode.
N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. A bientôt dans Chasse Patate.